Une nuit de janvier 1694. Dans un village du Beauvaisis, au nord de Paris. Une femme s'appelle Marguerite. Elle a 31 ans. Elle tient dans ses bras son fils de 5 ans, les mains de l'enfant sont froides, le corps léger comme du papier. Il n'a pas mangé depuis 3 jours. Dehors, la neige efface tout. Il n'y a plus de blé dans le grenier. Il n'y a plus de bois pour le feu. Il n'y a plus rien. Elle le tient encore. Elle ne veut pas le poser. Et pendant ce temps, à 40 kilomètres de là, dans un palais qu'on est encore en train de construire, on installe ce soir-là des lustres de cristal dans une galerie longue de 73 mètres. On suspend les chandeliers un à un. La lumière se multiplie à l'infini dans les miroirs. Voici l'histoire des dépenses de Louis XIV à Versailles. Et du prix que des millions de Français ont payé, sans jamais le choisir, sans jamais le savoir, sans jamais voir un seul de ces miroirs. Pour comprendre Versailles, il faut d'abord marcher dans la France de 1661. Pas dans les salons. Dans les chemins de terre. La France de 1661 compte environ 20 millions d'habitants. 19 millions vivent dans les campagnes. Ils labourent, ils sèment, ils récoltent. Ils paient la taille, l'impôt direct sur les paysans. Ils paient la gabelle, la taxe sur le sel, ce sel sans lequel on ne peut pas conserver la viande, sans lequel l'hiver devient une menace directe. Ils paient les droits de passage sur les routes. Ils paient le curé. Ils paient le seigneur. Un laboureur moyen consacre, dans les bonnes années, la moitié de sa récolte à payer ce qu'il doit. Dans les mauvaises années, il s'endette. Et les mauvaises années reviennent régulièrement. Ces gens-là ne voient jamais le roi. Ils entendent son nom dans les édits lus par le curé en chair. Ils connaissent l'impôt, pas le visage. Louis XIV, lui, ne verra jamais ces gens. Son itinéraire de toute une vie tient dans un mouchoir de poche. Paris, Versailles, Fontainebleau, quelques campagnes militaires. Il n'a jamais traversé la France profonde. Jamais vu un grenier vide. Jamais rencontré un homme incapable de payer sa taille. Et c'est cet homme-là qui va, pendant 50 ans, décider du sort de 20 millions de personnes. Pour comprendre Louis XIV, il faut remonter à son enfance. Parce que tout ce qui suivra, Versailles, la grandeur ostentatoire, la paranoïa du contrôle, vient de là. Louis a 9 ans quand la Fronde éclate. C'est une guerre civile née de la résistance de la noblesse au pouvoir royal. En 1649, dans la nuit du 5 au 6 janvier, le jeune roi est réveillé en urgence. Il doit fuir Paris. Avec sa mère Anne d'Autriche, sous des couvertures de fortune, dans le froid, dans la nuit. Les révoltés sont aux portes. Cet enfant la gardera toute sa vie de certitude. La noblesse est dangereuse si on lui laisse de l'espace. Et le roi ne doit jamais, jamais sembler faible. À l'époque, cela semblait nécessaire. Bâtir un pouvoir inattaquable. Ne plus jamais fuir dans la nuit. Mais ce trauma d'enfant, jamais soigné, jamais examiné, allait coûter à la France une fortune dont elle ne se relèverait pas. Mazarin, le Premier ministre, meurt en mars 1661. Louis convoque ses ministres le lendemain matin. Il leur annonce qu'il n'y aura pas de successeur. Il gouvernera lui-même. Seul. Les ministres se regardent. Personne ne dit rien. Ce matin-là, Louis XIV a 22 ans et 0 expérience réelle du gouvernement. Mais il a une conviction absolue. Dieu l'a mis là. Dieu a voulu qu'il règne. Et Dieu, par définition, ne se trompe pas. C'est avec cette conviction qu'il va, quelques mois plus tard, poser les yeux sur un modeste pavillon de chasse à Versailles. Et décider qu'il allait en faire le centre du monde. Les travaux commencent en 1661 sous Louis le Vau. Puis Jules Ardois-Mansart prend le relais, conçoit les ailes, la chapelle, la grande galerie des glaces. André Le Nôtre dessine les jardins, 77 hectares sculptés à la main, imposés à une nature marécageuse qui ne demandait qu'à être laissée tranquille. Chaque décision est du roi. Chaque arbre, chaque fontaine, chaque statue. Louis supervise personnellement. Il passe des heures avec ses architectes, modifie les plans, rejette, recommence. C'est sa création. Son œuvre. Sa réponse au monde entier. Voici un chiffre que les guides touristiques ne mentionnent pas. À l'apogée des travaux, entre 1680 et 1690, 36 000 ouvriers travaillent simultanément sur le chantier de Versailles. 36 000. C'est la population entière d'une grande ville provinciale de l'époque. Et parmi eux, des milliers mourront. Pas de mort héroïque. Des morts silencieuses. Des fièvres contractées dans les marécages qu'on asséchait pour planter des jardins. Des accidents de chantier, des échafaudages qui cèdent, des blocs de pierre qui tombent. Des corps qu'on emmenait la nuit, dans des charrettes couvertes, pour ne pas alarmer les survivants.
Des hommes qui disparaissaient sans nom, sans tombe, sans que leur famille sache pourquoi ils n'étaient pas rentrés. Le marbre venait de Provence, d'Italie, d'Espagne. On l'acheminait par des convois longs de plusieurs jours. Les fontaines nécessitaient un système hydraulique titanesque. La machine de Marly, avec ses 186 pompes, soulevait l'eau de la Seine jusqu'au réservoir du palais. C'était une prouesse technique. Une prouesse qui coûtait chaque année une fortune en entretien. Les historiens se disputent sur le montant exact. Mais les fourchettes sérieuses sont éloquentes. Le coût de construction et d'entretien de Versailles sous Louis XIV, entre 300 millions et 700 millions de livres tournois sur l'ensemble du règne. En valeur actuelle, les estimations les plus rigoureuses parlent de plusieurs milliards d'euros, uniquement pour le bâtiment et les jardins. Mais ce chiffre isolé ne dit pas tout. Louis XIV, c'est aussi 5 grandes guerres en 50 ans. La guerre de dévolution, la guerre de Hollande, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et la guerre de succession d'Espagne, la plus longue, la plus ruineuse, la plus meurtrière. À certaines périodes de son règne, 400 000 hommes sont sous les drapeaux. 400 000 bouches à nourrir, 400 000 corps à équiper, à payer, à enterrer. Et quand une guerre finit, il n'y a pas de pause. La suivante commence. Toujours. En 1715, l'année de sa mort, la dette de l'État français dépasse 2 milliards de livres tournois. C'est l'équivalent de 20 années entières de recettes fiscales du royaume. La France est, techniquement, en faillite. Elle n'a jamais cessé de l'être sous son règne. Jean-Baptiste Colbert est peut-être le seul homme à avoir dit la vérité au roi en face, et à l'avoir fait par écrit, pour que l'histoire en garde la trace. Colbert est ministre des Finances à partir de 1665. C'est un génie de l'organisation. Il modernise les douanes, rationalise la fiscalité, développe les manufactures royales. Il essaie de construire une économie capable de soutenir l'ambition royale. Mais il voit les chiffres. Et les chiffres ne mentent pas. En 1665, il écrit au roi une lettre qui aurait dû changer le cours de l'histoire. Il lui dit, en substance, « Votre Majesté dépense plus vite que le royaume ne peut produire. Si les travaux continuent à ce rythme, l'État ne pourra plus financer ses obligations. Il faudra augmenter encore les impôts. Et le peuple ne peut pas payer davantage. » Louis XIV lit la lettre et répond par de nouveaux ordres de construction. Colbert mourra en 1683, épuisé, ayant passé ses dernières années à supplier un roi qui ne voulait pas entendre. Sur son lit de mort, il aurait refusé de recevoir un émissaire royal, en disant « Je ne veux plus entendre parler de lui. Maintenant c'est à Dieu que j'ai à répondre. » Ces mots n'ont jamais modifié la trajectoire d'un seul chantier à Versailles. Versailles n'était pas que de la vanité. C'était aussi une stratégie politique d'une efficacité redoutable. Louis XIV n'oubliait pas la fronde. Il savait que les nobles, dispersés dans leurs châteaux provinciaux, avaient le temps, l'argent et le réseau pour fomenter des troubles. Alors il les a attirés à Versailles. Pas avec une invitation, avec une obligation déguisée. Être absent de Versailles, c'était ne pas être vu du roi. Ne pas être vu du roi, c'était ne pas obtenir de faveurs, de pensions, de postes pour ses enfants. Être absent, c'était mourir socialement. Alors les nobles venaient. Et à Versailles, ils dépensaient. Massivement. Les habits suivaient une mode que le roi changeait régulièrement. Une façon de rendre instantanément démodé ce qui était nouveau hier. Les perruques, les carrosses, les appartements, les jeux. La noblesse se ruinait pour paraître. À l'époque, cela semblait nécessaire. Tenir la noblesse sous contrôle. Consolider le pouvoir. Mais voici le paradoxe que personne ne souligne assez. Pendant que la noblesse se ruinait à Versailles, elle n'administrait plus ses terres. Elle abandonnait ses provinces à des intendants. Et les paysans qui travaillaient ces terres n'avaient plus de seigneur présent, plus de recours local, plus rien entre eux et le fisc royal. La centralisation du pouvoir a démantelé les derniers amortisseurs locaux qui protégeaient les plus pauvres. Pour financer tout cela, Versailles, les guerres, les pensions de la cour, la dette accumulée, l'État devait trouver de l'argent. Toujours plus. La taille augmente. Les aides augmentent. En 1695 apparaît la capitation. Un nouvel impôt frappant en théorie tout le monde, noble compris. En théorie. Dans la pratique, la noblesse négocie des exemptions, des abattements, des arrangements. Les paysans, eux, n'ont pas d'avocat, pas de réseau, pas de chambre de compensation. Et puis il y a les fermiers généraux, ce système d'extorsion légalisé qui définit à lui seul l'injustice de l'ancien régime. Des financiers privés qui achètent à l'État le droit de percevoir les impôts. Ils avancent l'argent au roi.
Puis ils récupèrent leur mise et leurs bénéfices en pressant les contribuables au maximum légalement permis, et parfois au-delà. Un fermier général qui passe dans un village, ce n'est pas un fonctionnaire. C'est un créancier armé. Il sait ce que tu possèdes. Il sait ce que tu dois. Et s'il ne trouve pas assez d'argent, il prend les meubles. Il prend le bétail. Il prend ce qu'il trouve. Les impôts directs et indirects représentaient, selon les périodes et les régions, entre 60 et 80% du revenu des familles paysannes les plus pauvres. Pas 20, pas 30, 60 à 80. Il ne reste presque rien pour se nourrir, se vêtir, soigner un enfant malade. C'est dans ce système que vivait Marguerite. C'est dans ce système que son fils est mort. L'hiver 1693 est d'une violence que la France n'avait pas connue depuis des décennies. Les températures chutent en octobre, bien avant les semailles d'hiver. Les champs gelés ne produiront rien. Le blé stocké de l'année précédente est épuisé. Le pain devient rare, puis introuvable, puis inabordable. Dans certaines régions, le prix du pain triple en quelques semaines. Des familles entières fouillent les champs après la récolte pour récupérer les épis oubliés. On mange des racines, de l'écorce bouillie, de la bouillie de son, ce qu'on donne normalement aux cochons. Des cochons qu'on n'a plus, parce qu'il a fallu les vendre pour payer l'impôt. En 2 ans, 1693 et 1694, on estime que entre 1 300 000 et 2 millions de Français meurent de faim, d'épuisement et de maladies liées à la malnutrition. 7% de la population. En 2 ans. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une épidémie venue de l'extérieur. C'est un État qui a siphonné les ressources de son peuple jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien pour traverser un hiver difficile. Dans les campagnes du nord de la France, les curés ne savent plus comment remplir les registres paroissiaux, il y a trop de morts. Dans les villes, les cadavres s'accumulent devant les portes des hôpitaux. À Paris, la police ramasse chaque matin des corps dans les ruelles des faubourgs. Et à Versailles? Les archives de la cour pour l'hiver 1694 montrent des menus de repas royaux qui comprennent plusieurs dizaines de plats. Des perdrix rôtis, des pâtés en croûte, des fruits confits venus du Midi, des vins de Bourgogne. Louis mange seul, debout, sous les yeux des courtisans debout autour de lui. C'est le rituel, le grand couvert, ce spectacle quotidien où la nation contemplait son roi manger. Dehors, à 40 kilomètres, on enterrait des enfants. Il s'appelle Pierre. 38 ans. Laboureur en Champagne, à l'est de Paris. Il n'est pas le plus pauvre, il possède un lopin de terre, quelques outils, une vache. Il a une femme, Marie. 3 enfants, Jeanne, 7 ans, Thomas, 4 ans, et le petit qui n'a pas encore de nom parce qu'il est né en octobre et que l'hiver est là avant qu'on ait eu le temps de se réjouir. En novembre 1693, le fermier général passe. Pierre doit la taille. Il paie. Il vide presque tout ce qu'il avait mis de côté. Il garde juste assez, croit-il, pour passer l'hiver. Mais le blé manque. Les prix s'envolent. Ce qu'il pensait suffisant ne suffit pas. En janvier, Marie commence à rationner. La vache est vendue pour acheter du grain. Fin janvier, il n'y a plus de grain. Pierre va en ville pour trouver du travail, n'importe quoi. Les ateliers sont fermés. Les commerçants n'engagent plus personne. Il revient bredouille. Il ne dit rien à Marie en rentrant. Il n'y a rien à dire. Thomas, le petit de 4 ans, meurt en février. Pierre ne sait pas que Louis XIV vient de commander, ce même hiver, 70 nouvelles statues pour les jardins de Versailles. Il ne sait pas. Personne ne le lui dira jamais. Et même si on le lui avait dit, qu'aurait-il pu faire? Quelques hommes, à l'intérieur même du système, ont essayé de parler. Fénelon, archevêque de Cambrai et précepteur du petit-fils du roi, rédige aux alentours de 1694 une lettre au roi, une lettre qu'il n'ose peut-être pas lui remettre directement, mais qui circule sous le manteau. Il y écrit des mots d'une lucidité brûlante, que les peuples meurent de faim, que la culture des terres est abandonnée, que la France se vide de ses habitants. Il dit au roi que ses peuples l'aiment, mais qu'il commence à ne plus pouvoir. Louis XIV ne répond pas. Fénelon est écarté de la cour. Vauban est encore plus direct. Le grand ingénieur militaire, l'homme qui a bâti les fortifications de 37 villes françaises, qui connaît le pays mieux que quiconque parce qu'il l'a parcouru en tous sens pendant 40 ans, publie en 1707 son projet d'une dîme royale. Il y propose une réforme fiscale radicale, un impôt unique, proportionnel, frappant tout le monde sans exception. La fin des privilèges. La fin des exemptions. Louis XIV fait saisir et détruire tous les exemplaires du livre. Vauban, maréchal de France, l'homme le plus décoré du royaume,
mourra 6 semaines après la publication, brisé par la disgrâce royale. À 73 ans, il avait passé 40 ans à servir ce roi. Et son dernier acte public avait été de lui dire la vérité. On nous avait dit que le roi était entouré des meilleurs conseillers. Des années plus tard, les conséquences sont apparues clairement. Il était entouré d'hommes qui disaient oui, et il détruisait ceux qui disaient non. Il y a un chapitre de ce règne qu'on oublie souvent de lier aux finances. C'est une erreur. En 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes. Cet édit, signé par Henri IV en 1598, garantissait aux protestants le droit de pratiquer leur religion en France. Avec sa révocation, Louis choisit l'unité religieuse par la force. Les protestants quittent la France. 200 000. Peut-être 300 000. Ce ne sont pas des vagabonds. Ce sont des horlogers de précision, des tisserands de soie, des marchands, des banquiers, des imprimeurs. Des gens qui savent faire des choses. Ils partent en Angleterre, en Prusse, aux Pays-Bas, et ils emportent leur métier avec eux. Frédéric II de Prusse dira plus tard que Louis XIV avait, en un seul édit, enrichi ses ennemis et appauvri la France. L'industrie textile du Nord s'effondre dans les années qui suivent. Des manufactures ferment. Des quartiers entiers de villes comme Rouen et Sedan perdent leur raison d'être. Des milliers d'emplois disparaissent et des milliers de familles qui n'ont plus rien. Un roi qui prenait ses décisions depuis la hauteur de Versailles, entouré de miroirs et de courtisans, sans voir, sans mesurer, sans comprendre ce que ses décisions faisaient dans la chair du pays. En septembre 1702, dans les Cévennes, au sud de la France, quelque chose se brise. Un prédicant protestant du nom de François Vive et un jeune paysan de 20 ans, Jean Cavalier, rassemblent quelques centaines d'hommes sur les flancs d'une montagne. Ce sont des laboureurs, des bergers, des tanneurs. Ils ont des faucilles, des fourches, quelques mousquets récupérés ici et là. Ils n'ont pas de formation militaire, pas de généraux, pas de ligne d'approvisionnement. Ce qu'ils ont, c'est l'épuisement. Des années de persécution religieuse depuis la révocation de l'édit de Nantes. Des pasteurs emprisonnés. Des assemblées dispersées à la baïonnette. Des enfants arrachés à leur famille pour être élevés catholiques. Et par-dessus tout cela, les mêmes impôts, la même famine, la même indifférence d'un État lointain. Ils se soulèvent. Pour écraser ce soulèvement de paysans cévenols, quelques milliers d'hommes au total, Louis XIV envoie successivement le maréchal Montrevel, puis le maréchal de Villars, avec une armée allant jusqu'à 25 000 soldats réguliers. 25 000 soldats professionnels. Contre des bergers et des tanneurs. Montrevel brûle les villages. Il ordonne de détruire les maisons des familles suspectées de soutenir les insurgés. Des villages entiers sont rasés. Des centaines de civils sont tués. L'armée royale utilise une stratégie de terre brûlée dans ses propres provinces. Mais les Camisards tiennent. Pendant 2 ans, dans les gorges et les garrigues cévenols, ils tiennent. Ils connaissent le terrain. Ils se battent pour quelque chose. L'armée du roi, elle, combat pour l'obéissance. Ce n'est finalement pas la force militaire qui met fin à la révolte. C'est la négociation, menée par Villars. Mais les cicatrices resteront. Des villages rasés. Des familles dispersées. Des terres abandonnées. Le coup n'était pas immédiat, mais il a été durable. Louis XIV meurt le 1er septembre 1715. Il a 76 ans. Il a régné 72 ans, le règne le plus long de l'histoire européenne des monarchies. Ces derniers mois sont terribles. La gangrène ronge sa jambe. Les médecins proposent l'amputation. Il refuse. Il supplie de vivre assez longtemps pour atteindre le 1er septembre, la Saint-Gilles, son saint patron. Il y parvient, de justesse. Sur son lit de mort, il appelle le futur Louis XV, son arrière-petit-fils, un enfant de 5 ans, qui sera roi dans quelques heures. Il lui dit, selon les mémoires de Saint-Simon, « Mon enfant, vous allez être un grand roi. Ne vous laissez pas gouverner comme je l'ai été. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour la guerre. » Lisez bien ces mots. Louis XIV, sur son lit de mort, c'est exactement ce qu'il a fait. Les bâtiments. Les guerres. Il nomme lui-même les 2 grands destructeurs. Il les reconnaît. Mais il n'y a plus rien à faire. L'enfant en face de lui va hériter d'une dette que lui seul a creusée. Et cet enfant a 5 ans. Ce qu'il laisse derrière lui, 2 milliards de livres tournois de dettes. Des provinces épuisées. Une fiscalité à bout de souffle. Une population qui a perdu des millions d'âmes à la famine, aux guerres, à l'émigration forcée. Le régent Philippe d'Orléans, qui gouverne pendant la minorité de Louis XV, comprend que la France ne peut pas continuer ainsi.
La dette est trop lourde. Les intérêts seuls engloutissent une part considérable des recettes fiscales chaque année. En 1716, il fait venir à Paris un financier écossais du nom de John Law. Un homme de 45 ans, brillant, séduisant, convaincu d'avoir trouvé la clé de l'économie moderne. L'idée de Law est révolutionnaire pour l'époque. Il propose de créer une banque centrale, la Banque royale, qui émettra du papier-monnaie gagé sur les richesses du territoire. Plus de pénurie de métals précieux. L'argent circulera librement, l'économie se relancera, et la dette sera résorbée grâce au profit d'une grande compagnie commerciale, la Compagnie des Indes, qui exploitera les richesses de la Louisiane française. Au début, ça marche. Les actions de la Compagnie des Indes montent. Les Parisiens, nobles, bourgeois, artisans, domestiques achètent des actions. Certains font fortune en quelques semaines. La rue Quincampoix, où se traitent les transactions, devient le Wall Street de 1719. Des coiffeurs, des cordonniers, des servantes placent leurs économies. En 18 mois, la valeur des actions de la Compagnie des Indes est multipliée par 20. 20 fois. Des hommes qui avaient misé 100 livres se retrouvent avec 2000. C'est une fièvre collective. Tout le monde veut sa part. Et puis, début 1720, quelque chose craque. Les richesses de la Louisiane, sur lesquelles tout le système reposait, n'existent pas, pas encore, pas à cette échelle, pas à ce rythme. Les investisseurs étrangers commencent à vendre. La valeur des actions chute. Les détenteurs paniquent et veulent convertir leur papier-monnaie en or et en argent. La Banque royale n'a pas assez de métal pour satisfaire tout le monde. Elle suspend les paiements. En quelques semaines, les actions s'effondrent. Des gens qui avaient misé toutes leurs économies, pas seulement des spéculateurs professionnels, mais des artisans, des veuves, des petits fonctionnaires perdent tout. En un seul été. Une femme âgée de Paris, dont on ne connaît pas le nom mais dont un pamphlet de l'époque raconte l'histoire, avait placé toutes ses économies dans les actions de Law. 20 ans de travail comme couturière. Elle avait attendu la hausse. Elle avait refusé de vendre quand ses voisins lui conseillaient de le faire. Quand les actions s'effondrent, elle perd tout. Elle n'a plus rien pour payer son loyer. Elle est expulsée. On la retrouve dans la rue. Law s'enfuit de France en décembre 1720. Déguisé. De nuit. Exactement comme Louis XIV enfant fuyant Paris sous la Fronde. L'histoire a un sens du détail cruel. Des années plus tard, les conséquences sont apparues clairement. Le système de Law n'était pas une arnaque. C'était une idée économique audacieuse, peut-être trop audacieuse pour l'époque. Mais ce pari n'aurait jamais été tenté si la France n'avait pas eu une dette aussi catastrophique à digérer. Cette dette, creusée pierre par pierre à Versailles, guerre après guerre, avait rendu nécessaire un remède qui s'avéra pire que le mal. Le coup de Louis XIV ne s'est pas arrêté à sa mort. Il a continué à se payer, en larmes et en ruines, pendant encore des décennies. Il y a un coût que les économistes ne savent pas mesurer. La confiance. Sous Louis XIV, le peuple français a appris quelque chose. Il a appris que l'État prend. Il prend pour des guerres qu'il ne comprend pas. Il prend pour un palais qu'il ne verra jamais. Il prend pour une noblesse qui ne travaille pas. Et quand il a tout pris, il envoie des soldats pour écraser ceux qui protestent. Cette leçon-là ne s'efface pas avec un édit. Elle se transmet. De père en fils. Elle devient une méfiance instinctive, une certitude sourde. Le pouvoir ment, et le pouvoir prend. On nous avait dit que la grandeur du roi était la grandeur de la France. Des années plus tard, les conséquences sont apparues clairement. Ce n'était pas la même grandeur. Pas du tout. En 1789, quand les États généraux sont convoqués, c'est pour une raison et une seule. L'État est à court d'argent. Encore. Toujours. La dette de la monarchie française représente alors environ 70% du produit intérieur brut du pays. Et les 3/4 de cette dette proviennent directement des guerres et des dépenses de prestige initiées par Louis XIV, puis aggravées, sans jamais être résolues, par ses successeurs. La prise de la Bastille n'est pas tombée du ciel. Elle a été construite, lentement, dans les chantiers de Versailles, dans les greniers vides de 1694, dans les registres paroissiaux trop pleins des hivers meurtriers, dans les ruines du système de Law, dans les larmes de gens dont l'histoire n'a pas gardé le nom. Versailles reçoit aujourd'hui plus de 8 millions de visiteurs par an. Ils viennent du monde entier. Ils photographient la grande galerie des glaces, ils arpentent les jardins, ils lèvent les yeux vers les plafonds peints par le brun. C'est beau. C'est immense. Ça en impose. Et puis ils repartent. Et Versailles reste là, dans son silence de palais muséifié, parfait dans chaque reflet. Mais voici ce que les miroirs ne montrent pas.
Il ne montre pas les 36 000 hommes qui ont bâti cela, dont une partie repose dans des fosses anonymes à quelques centaines de mètres des jardins. Il ne montre pas Marguerite et son fils mort de faim en janvier 1694, à 40 kilomètres de là. Il ne montre pas Pierre, debout dans la neige avec un enfant de moins. Il ne montre pas la vieille couturière de Paris ruinée par le système de l'eau. Cette ruine qui était l'écho direct, à 30 ans de distance, des dettes accumulées pour construire ces murs. Versailles a coûté des vies, des familles, des générations. Pas métaphoriquement. Littéralement. Et personne ne leur a jamais demandé leur avis. Louis XIV n'était pas un monstre. L'histoire est rarement aussi simple. C'était un homme convaincu d'une mission divine, formé par un trauma d'enfance jamais soigné, entouré de courtisans qui lui disaient oui, et structurellement incapable d'entendre ceux qui lui disaient non. C'est peut-être là l'enseignement le plus profond. Ce n'est pas la malveillance qui a tué des millions de Français. C'est la distance. C'est l'aveuglement organisé du pouvoir absolu. C'est un système conçu pour que le roi ne voie jamais les conséquences de ses décisions, parce que ceux qui les vivaient n'avaient aucun moyen de lui faire entendre leur voix. Fénelon était réduit au silence. Vauban était détruit. Colbert mourait épuisé de n'avoir pas été entendu. Et pendant ce temps, les miroirs reflétaient une image parfaite. Le coup n'était pas immédiat, mais il a été durable. Il a été durable pendant un siècle entier, jusqu'à ce que ce siècle finisse en révolution. Voici la dernière image que je veux vous laisser. Il y a, dans la grande galerie des glaces de Versailles, 357 miroirs. 357. Ils ont été choisis par Louis XIV lui-même pour une raison précise. Ils réfléchissent la lumière des fenêtres qui donnent sur les jardins. La galerie est ainsi perpétuellement baignée de lumière, même les jours gris, même les jours d'hiver. Louis XIV voulait que son palais soit toujours lumineux, toujours éblouissant, que quiconque y entrerait soit aveuglé. C'était le but. Pas la lumière pour y voir clair. La lumière pour éblouir. Pour qu'on ne voit plus rien d'autre. 357 miroirs. Et pas un seul qui montrait ce qui se passait dehors, dans les campagnes, dans les greniers vides, dans les villages en deuil, dans les chantiers où des hommes mouraient. L'histoire ne se répète pas toujours sous la même forme. Mais elle revient toujours poser la même question. Qui paie pour la lumière? Et est-ce que ceux qui paient ont le droit de voir ce qu'elle éclaire? Marguerite ne le saura jamais. Pierre non plus. La vieille couturière de la rue Quincampoix, non plus. Mais nous pouvons regarder dans ce miroir et voir ce qu'il contient vraiment. Si on accepte de regarder.